Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet entretien que nous tenons ici à Marrakech en marge des assemblées générales des actionnaires de l'Africa 50. Également Marrakech qui accueille le sommet des affaires Afrique-États-Unis. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir le directeur général de l'Africa 50, Alain Bobissé. Bonsoir, merci de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir madame. Alors donc, juste un petit rappel peut-être pour présenter davantage l'Africa 50 à nos téléspectateurs. Donc, Africa 50 investit dans les infrastructures, n'est-ce pas, en levant des fonds, en mobilisant des capitaux africains bien naturellement, mais aussi internationaux. Et on reviendra bien sûr à cette partie de capitaux internationaux qui sont drainés pour l'infrastructure et le développement, parce que c'est la finalité vers l'Afrique. Je voudrais juste peut-être parler un peu de la symbolique de la tenue non seulement des assemblées générales des actionnaires de l'Africa 50, mais aussi de ce sommet Afrique-USA ici à Marrakech. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, madame. Donc, merci de nous recevoir. L'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50, c'est un moment important où nous rencontrons nos actionnaires. 28 pays africains, la Banque africaine de développement et 2 banques centrales africaines. Et donc le Royaume du Maroc est l'un de nos actionnaires, et également la Banque Al-Maghrib. Et aujourd'hui, lors de cette Assemblée générale des actionnaires, nous avons annoncé donc un nouveau pays africain qui rejoint Africa 50, en l'occurrence le Cap-Vert. Donc c'est un moment symbolique. Et nous avons le plaisir de faire cette Assemblée générale des actionnaires ici au Royaume du Maroc, à Marrakech, parce que nous sommes également, notre siège social est également basé au Maroc. Donc c'est un pays qui a montré que les infrastructures peuvent être développées de façon qualitative, avec une bonne qualité. Et nous voulons montrer ce modèle à d'autres pays africains. Et également le fait qu'il y a le sommet États-Unis-Afrique sur le Business Summit États-Unis-Afrique a fait que nous sommes en partenariat également avec le Corporate Council in Africa, qui organise ce sommet en partenariat avec le Royaume et Africa 50. Et nous allons avoir beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés au Royaume du Maroc, mais également en Afrique. Donc on aura de bonnes conversations sur des projets concrets que nous pourrons financer ensemble. Projets concrets qui existent déjà. Est-ce que vous pensez que, à la suite de ces en l'occurrence de l'événement de l'Assemblée générale, mais aussi de ce sommet, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait concrétisation de financement, de levée de fonds pour ces projets en Afrique? Absolument. Vous savez, madame, ce qui se passe aujourd'hui, l'infrastructure qui est dans le sujet qui nous a vraiment intéressé beaucoup aujourd'hui dans nos discussions, l'infrastructure, c'est un levier très important pour le développement de notre continent. Le Maroc certainement, mais dans beaucoup de pays d'Afrique. Et aujourd'hui, il y a un consensus qui veut que on ne peut plus demander aux États, à la puissance publique, de financer en totalité les infrastructures, dont le rôle du secteur privé est très important et va continuer à être important. Donc Africa 50 est donc une institution qui a été créée par les États africains et la Banque africaine de développement pour aider à catalyser l'investissement privé dans les infrastructures. Donc ici, nous avons discuté donc de ces projets que nous avons déjà financés. Nous avons financé aujourd'hui 16 projets, donc depuis notre création, un peu moins de 6 ans opérationnels, 16 projets avec un coût total de projets combinés de plus de 5 milliards de dollars américains. Donc il y a des choses concrètes. Mais comme les besoins d'investissement dans l'infrastructure en Afrique sont tellement énormes, nous devons accélérer et faire encore plus gros. C'est donc l'un des thèmes qui a été évoqué aujourd'hui. Et nous voulons également mobiliser les investisseurs américains qui seront donc là demain dans le cadre du sommet Afrique-USA. Nous voulons mobiliser les investisseurs américains pour nous accompagner dans les investissements. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous voulons qu'ils investissent parce que l'infrastructure africaine est rentable. Elle est rentable, elle est bancable? Absolument, elle est rentable et bancable. Donc, Est-ce que c'est facile à vendre justement en connaissant bien sûr d'abord le retour sur investissement qui est très long quand on parle de projets aussi budgétivores que ceux des infrastructures. Donc est-ce que finalement vous pensez qu'il y a les investisseurs pour cela et ils font déjà confiance, n'est-ce pas, pour investir dans ce genre de projet? Alors oui, et on a des exemples. Il faut que ce qu'on fasse, c'est qu'on parle plus de nos exemples de réussite. Vous savez, dans notre continent, les gens aiment bien parler de ce qui ne marche pas.
Et donc, alors qu'il y a des exemples de belles réussites, même à commencer par le Maroc, des centrales solaires comme Nour ou Arzazat, qui a été financé essentiellement par le secteur privé, mais il y a également donc les bailleurs de fonds publics, la Banque africaine de développement et d'autres. Mais c'est un privé qui est le sponsor de cette centrale. Il y a d'autres exemples de projets au Maroc comme dans les pays africains, donc il faut en parler. Mais vous avez raison, c'est que aujourd'hui, l'image d'Afrique, en fait, les risques sont perçus comme plus élevés qu'ils ne sont en réalité. À nous donc d'essayer de convaincre les investisseurs qu'en réalité, s'ils regardent ce que nous avons fait à Africa 50 par exemple, nous avons fait des beaux projets qui rapportent de l'argent. Et donc on leur parle, on leur montre ça, et en fait certains d'entre eux sont en train de venir. Mais il faut que ça aille plus vite et que ce soit plus gros. Que ce soit plus gros, il y a... vous avez parlé des PPP, et bien sûr ce que vous dites, même l'Africa 50 ne peut pas exister s'il n'y a pas de PPP. Voilà. Or que... je ne vais pas vraiment critiquer pour critiquer, n'est-ce pas? Mais il me semble que parfois on parle de ces PPP, c'est comme des slogans qu'on balance un peu ici et là, et on entend les PPP c'est important, les PPP c'est ceci, les PPP c'est cela. Voire même certains, ils ne sont même pas d'accord sur la structure même, voire la définition du PPP. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un écosystème solide aujourd'hui de PPP dans la majorité des pays africains où vous opérez? Bon, je pense qu'il ne faut pas attendre que les choses soient parfaites pour démarrer. Dans tous les pays au monde, on commence, on s'améliore et puis on arrive, d'ailleurs jamais à la perfection parce qu'on continue à s'améliorer. Ce que nous avons vu, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, la majorité certainement, il y a des cadres juridiques qui permettent du PPP. Maintenant, dans la mise en œuvre, les expériences sont diverses. Moi, je vais me focaliser sur ce qui marche et je vais laisser les autres, ils sont nombreux, de parler de ce qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est énormément de projets. Nous avons, nous, Africa 50, investi, par exemple, dans le parc solaire de Bemban en Égypte, 1,5 gigawatts, 1500 mégawatts. Nous avons investi dans 400 mégawatts. Et donc, aujourd'hui, la centrale délivre l'électricité aux populations, aux entreprises égyptiennes. Nous sommes investisseurs, nous gagnons de l'argent. La centrale a un impact positif sur le développement. Et donc, c'est un succès. Nous avons récemment, je reviens du Sénégal, il y a 2 semaines, rencontré son Excellence le Président Macky Sall. Et nous avons parlé du projet de Malicounda, une centrale que nous avons développée et construite au Sénégal avec nos partenaires, qui sera connectée au réseau. En fait, elle est en train d'être connectée au réseau. Un exemple de réussite. Savez-vous qu'un pays comme le Sénégal a plusieurs projets qu'on appelle Independent Power Productions, production indépendante d'électricité en français. En réalité, ces projets-là, c'est des projets d'électricité de production qui sont financés par le secteur privé. Plusieurs, plus de 10 qui sont déjà en place au Sénégal. Et je peux en donner plusieurs exemples. Nous avons financé la centrale de Nakchigal au Cameroun, une centrale hydro de 420 mégawatts, 1,2 milliard d'euros, avec la majorité du capital vient du privé. Donc on sait faire ces genres de choses en Afrique. Il faut en parler, mais plus encore, il faut aller plus vite et plus gros, plus rapide, plus gros, parce que les besoins sont énormes et les gouvernements n'ont pas les moyens de couvrir ces besoins-là. Alors, il y a quelques années, vous avez évoqué cette question du gaz. Aujourd'hui, quelle perspective, compte tenu du contexte international, du développement d'infrastructures gazières sur notre continent, et en l'occurrence, pour ne citer que ce projet de gazoduc Maroc-Nigérien? Alors, la question du gaz, c'est une question très importante. Vous avez été un peu visionnaire quand même, Monsieur Ebo Bissé, parce que vous l'avez évoqué avant même, bien avant, des années avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la crise russo-ukrainienne. C'est un peu vrai. Vous savez, il y a bien longtemps, je m'étais dit, mais l'Afrique a beaucoup de gaz. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, ou tout au moins une partie de ce gaz, pour industrialiser l'Afrique, pour nos économies africaines, pour même les ménages? Pourquoi on ne le fait pas? Donc en 2019, j'ai écrit un éditorial dans le Wall Street Journal avec un ami, ancien ministre de l'Énergie des États-Unis, Ernest Moniz, pour dire il faut qu'on augmente le taux de pénétration du gaz africain dans les économies africaines. Ensuite, il y a eu cette question climatique à laquelle nous sommes très attachés pour arriver à nos objectifs climatiques. Tout à fait, la plupart des pays africains, quasi-totalité, sont engagés à atteindre des objectifs climatiques. Mais nous disons également qu'il faut un mix énergétique approprié qui doit intégrer la question du gaz pour nos économies africaines. Et aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, je dois dire, les pays européens
se rangent derrière ces positions. Il faut dire qu'avant la guerre en Ukraine, c'était pas évident. Quand on est allé à COP26 à Glasgow, ils nous ont dit laissez tomber le gaz, mais on leur a dit mais on va pas bâtir nos économies avec du solaire et du renouvelable. Et surtout que c'est pas l'Afrique qui pollue le plus. Voilà, et ça c'est clair. Donc aujourd'hui les chiffres, l'Afrique émet à peu près 2% en carbone et on est très affecté. Donc en fait, on est tout à fait d'accord pour aller vers une transition qui nous amène vers nos renouvelables en majorité. Mais en attendant, vous avez vu le nombre de populations, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Nous devons donner des emplois à nos jeunes. Nous devons dynamiser nos économies et nous avons besoin de sources d'économie, d'énergie stables pour pouvoir industrialiser notre continent. Donc, la question du gazoduc, Nigeria-Maroc. J'en ai parlé encore récemment avec ma sœur, Madame Amina Benkadra, qui est la patronne de l'ONIM. C'est un projet qui est en train d'avancer. Nous en avons parlé d'ailleurs aujourd'hui encore une fois. Je pense que c'est un projet qui est un projet important. Il prendra le temps qu'il faut, j'espère rapidement, pour se mettre en œuvre. Mais l'idée de ce projet est très intéressante. C'est valoriser le gaz africain pour l'Afrique. Et une partie sera également exportée en dehors de l'Afrique. Mais en attendant, les Africains vont en bénéficier. D'ailleurs, c'est le cas au Sénégal. Encore une fois, j'en reviens. Ils ont découvert du gaz et le président Macky Sall est très clair. Une grosse partie de ce gaz va être utilisée pour les besoins domestiques et africains. Vous savez, bon, il y a certes cette opportunité pour le gaz africain, une opportunité qui est un peu induite par cette crise énergétique en Europe. Que pensez-vous de la crise économique qui est en train de planer sur l'Occident, en l'occurrence l'Europe et les États-Unis, alors qu'on sort à peine de la crise Covid-19 et ses impacts sur notre continent? Est-ce que vous ne pensez pas justement que cet optimisme et cet élan que je félicite, ne soit peut-être un peu freiné à cause de la baisse des capitaux destinés aux infrastructures en Afrique? Est-ce que vous partagez cela, cet avis de plusieurs observateurs d'ailleurs? Madame, est-ce que ce risque de récession ne risque pas d'avoir des dommages collatéraux sur l'infrastructure, sur l'investissement en Afrique? Madame, nous avons vu une fuite des capitaux massive en dehors de l'Afrique vers les destinations qui pensaient moins risquées. Ça, c'est clair, c'est un fait. Et ça continue plus ou moins. Donc, la version risque augmente. Et ça, on le voit. Et effectivement, il y a des risques importants sur l'économie mondiale qui ont été exacerbés avec la crise de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que Africa 50 et d'autres institutions, nous travaillons beaucoup pour mobiliser l'épargne africaine. Les investisseurs institutionnels africains doivent financer des projets en Afrique. C'est le sens du MOU que nous avons signé ce matin avec ITMA Capital et ASIF, l'Association des fonds souverains africains, et la Banque africaine de développement et nous, Africa 50, pour montrer que l'Afrique va maintenant de plus en plus se prendre en charge et que même quand les autres partiront au premier risque qu'ils percevront, on sera là, les institutions africaines. Bien sûr, on doit travailler en partenariat avec les autres parce que nos besoins sont tellement énormes qu'on n'a pas nous-mêmes les moyens de financer tout. Mais on peut faire le relais. C'est-à-dire que quand ils s'en vont, on peut rester là et continuer à soutenir nos économies. Mais il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on crée des partenariats. Et donc, cette initiative de ITMAR avec la CIF que nous soutenons, c'est une bonne initiative. C'est le genre de choses que nous voulons. On a également lancé le fonds d'accélération du capital Africa 50, qui est un fonds qui va lever de l'argent pour pouvoir investir dans les infrastructures africaines. Nous avons besoin des institutions africaines qui travaillent pour l'Afrique. Et ça, je crois que la voie est en marche. La voie est en marche, mais vraiment très brièvement, je sais qu'il nous reste très très peu de temps, quelques secondes, un peu moins d'une minute, mais ça va être rapide. Est-ce que justement par rapport à cette compétition féroce des autres bailleurs de fonds, pour ne pas citer des pays qui débloquent beaucoup pour des pays africains, que la tâche est facile pour vous? Il y a de la place pour tout le monde. Nos besoins sont tellement énormes qu'on apprécie le soutien de tout le monde, mais c'est l'Afrique qui doit qui prend le leadership et décider qui va financer quel projet. C'est à nous de décider et pas aux autres.
La gouvernance, donc. La gouvernance est importante et il y a des progrès qui doivent être faits. Mais les institutions africaines, les institutions qui sont fortes, qui ont la capacité d'accompagner les projets africains en partenariat avec d'autres. C'est-à-dire qu'on dit, voilà ce qu'on veut faire, accompagnez-nous et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas que le financement, il y a l'accompagnement aussi. Absolument. Merci beaucoup Alain Ebobissé, directeur général d'Africa 50. Merci d'avoir répondu à nos questions en toute spontanéité ce soir. Merci madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.